Europe is facing the worst drought in 500 years. Freshwater resources are dwindling. The very foundation of our food and energy security is challenged. It is in all our hands that water remains a global common good, a solution to conflict, not its source. Voici le projet de méga-bassine de Sainte-Soline, à l'ouest de la France. Et c'est ce type de projet que sont venus dénoncer aujourd'hui ces milliers de manifestants. Pour une bassine, le nombre de forces policières qui sont déployées, c'est du délire. Et en fait, ça montre bien qu'on touche à un enjeu qui est énorme, qui est l'eau, la ressource en eau, qui va devenir rare et donc précieuse. Ce qui va se passer après Sainte-Soline, c'est que, plus que jamais, partout en France, un vent de colère va régner. Et ce gouvernement tombera. Vive la vie! Vive la vie! Vive la vie! Ne pas s'arrêter! Non, 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 pas s'arrêter! Quelques semaines après la manifestation à Sainte-Soline du 25 mars, je retourne dans la région du Marais Poitevin pour comprendre les raisons de la colère, mais aussi les répercussions potentielles de ces enjeux en France et dans le reste de l'Europe. Ce marais, deuxième plus grande zone humide de France, est l'épicentre du conflit autour des retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole, officiellement appelées réserves de substitution. Mais les opposants à ces gigantesques réservoirs, comme Joël et Jean-Jacques, préfèrent les appeler bassines ou méga-bassines. Le Marais Poitevin, en fait, c'est une très grande zone humide. Alors, une partie a été asséchée, drainée. Il y a encore des endroits préservés, mais c'est en train de se rétrécir parce que partout, la tendance a été pendant des années à détruire les prairies humides et à les remplacer par du maïs. Avant de faire des bassines, il serait plutôt souhaitable de restaurer ces zones humides qui servent à la fois de stockage de l'eau, mais qui servent en même temps à dépolluer l'eau. Si demain, on doit essayer de trouver des solutions pour atténuer le réchauffement climatique, la solution, ce n'est pas de mettre l'eau des nappes phréatiques au soleil, c'est de tout faire pour remettre l'eau dans les sols. C'est là qu'elle est le mieux, à l'abri de la lumière, à l'abri des pollutions. Voici à quoi ressemble une bassine. Un trou de plusieurs hectares recouvert d'une bâche étanche dans lequel de l'eau est stockée pour arroser les terrains agricoles durant l'été. La particularité de ces réserves est qu'elles sont remplies en pompant dans les nappes phréatiques durant les mois d'hiver. Si le système existe depuis 40 ans, ce n'est qu'à partir de 2007 que les premiers projets collectifs soutenus par l'État voient le jour. On en compterait aujourd'hui plus d'une centaine en projet ou terminés à l'ouest de la France. François Pétorin est l'administrateur de la COP de l'eau 79. Cette coopérative regroupant 220 exploitations agricoles porte un projet de 16 réserves de substitution sur un territoire qui comprend le Marais Poitevin et les cours d'eau qui l'alimentent. Celle-ci est la seule achevée à ce jour. À terme, la plus grande sera celle de Sainte-Soline, honnie par les manifestants, qui aura une capacité de plus de 600 000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 250 piscines olympiques. Je suis agriculteur, producteur de céréales et de semences. Le projet est parti effectivement des grosses années de sécheresse qu'on a eues, 2005-2007, il y a eu aussi 2003. Et donc des arrêtés préfectoraux très tôt qui nous ont interdit d'arroser au printemps et en été, donc avec des rendements pénalisés catastrophiques, même sur des blés. Donc la profession, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, toujours avec cette épée de Damoclès, des arrêtés préfectoraux, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, effectivement, le stockage de l'eau est une des solutions qui permet de maintenir l'agriculture du territoire. Mais quel type d'agriculture ? C'est tout l'enjeu du conflit autour des réserves de substitution. Les opposants prônent une agriculture dite paysanne, plus écologique, reposant essentiellement sur l'eau de pluie. Face à eux, des fermiers irrigants comme François, qui ne représentent que 7% des surfaces agricoles françaises, mais qui utilisent plus de la moitié de l'eau consommée dans le pays, notamment pour la culture de céréales comme le maïs.
Cette irrigation est désormais mise à mal par la crise climatique et les sécheresses à répétition, d'où l'idée de substituer les pompages d'eau en été par des pompages en hiver, quand l'eau est en théorie plus abondante. Une idée activement soutenue par les pouvoirs publics qui assure 70% du coût total du projet de la COP de l'eau, estimé à 76 millions d'euros. C'est une des solutions qui nous permet d'avancer face au changement climatique. On voit bien que nous, on est les premiers à subir les aléas climatiques tous les ans. Sur une exploitation comme la mienne, avec les types de sols comme on a là, c'est-à-dire des sols très superficiels, avec très peu de terre et de la pierre en dessous, aujourd'hui, sans irrigation, c'est très compliqué. Par exemple, en 2022, où on a eu des restrictions préfectorales par rapport à l'irrigation, j'ai des blés qui ont fait entre moins 40 et moins 50% de rendement. De l'aveu même de ses promoteurs, le stockage de l'eau serait donc avant tout un moyen de contourner les règles qui limitent l'usage de la ressource hydrique en période de sécheresse. Une dérogation dénoncée par cet hydrologue qui y voit non seulement une forme de privatisation de l'eau, mais également un danger pour tout l'écosystème. On vient de découvrir avec de nouvelles recherches à quel point le niveau des nappes phréatiques permet d'avoir de l'humidité dans les sols. Donc si vous voulez une bonne agriculture, il vous faut un niveau des nappes phréatiques assez élevé. Donc en fait, le niveau des nappes vient directement jouer sur la quantité d'eau dans les premières couches de sol, ce que l'on appelle l'eau verte, mais vient directement aussi apporter de l'eau à toutes les sources et à toutes les rivières. Et cet échange-là, si vous le coupez en prélevant cette poche d'eau et en la mettant complètement de côté, puisque vous vous mettez dans une bassine carrée qui est complètement déconnectée du milieu, et bien à ce moment-là, vous allez non seulement effondrer plus rapidement l'eau dans la rivière, mais tout le vivant qui va derrière. Selon cette chercheuse, il existe un consensus scientifique pour affirmer que les bassines risquent d'aggraver les sécheresses et sont une maladaptation à la crise climatique. 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France et aussi l'une des plus sèches. S'en est suivi un hiver marqué par un record de 32 jours consécutifs sans pluie qui a laissé 3/4 des nappes phréatiques du pays à un niveau anormalement bas. Des phénomènes amenés à se répéter et qui contredisent le postulat sur lequel repose le remplissage des bassines. Pourtant, la COP de l'eau 79 ainsi que le gouvernement français continuent de les soutenir en s'appuyant sur un rapport du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, pour qui les réserves de substitution auraient un impact limité sur les nappes d'eau souterraines et les débits des cours d'eau. Un rapport critiqué par plusieurs experts et nuancé par le BRGM lui-même lors d'une audience au Sénat français. Nous n'avons pas simulé les conséquences du réchauffement climatique et nous n'avons pas non plus dit qu'on pouvait nécessairement réaliser des prélèvements en hiver. Cette étude s'appuie sur des données de 2001 à 2011. C'est des données qui sont complètement obsolètes parce que le changement climatique commence à se voir à partir de 2016-2017 en France. Donc à partir de là, on va commencer à avoir des non-hivers et des périodes où on n'a plus de recharge dans nos nappes. Il faut comprendre qu'on est dans un changement complet de paradigme avec le changement climatique et qu'en réalité, ce n'est même pas une solution, ce n'est même plus une maladaptation. Ça devient carrément insensé que d'aller vers ces solutions. Et pourtant, on est en train de les mettre en œuvre partout. Partout où les bassines voient le jour, la résistance s'organise. Sur le front judiciaire d'abord, des associations environnementales ont fait condamner plusieurs réserves de substitution comme celle-ci, qui ont été déclarées illégales en raison d'études d'impact insuffisantes. Sur le front de l'action directe ensuite, avec le sabotage de plusieurs de ces bassines. Dernier front, la mobilisation de masse. Le 25 mars 2023, une manifestation interdite à Sainte-Soline rassemble entre 6 et 30 000 personnes selon les sources et marque un tournant historique dans le combat pour l'accès à l'eau. Par son ampleur d'abord, mais aussi par les images des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui ont fait plus de 200 blessés parmi ces derniers. Ça prouve quand même les liens et les connivences entre l'agro-industrie et puis les structures de l'État. Pour nous, c'est un symbole fort d'arrêter cette bassine. Eux, ils défendent quoi? Ils défendent un trou. Ils sont prêts à mettre la vie de gens en péril. Des observateurs de la Ligue des droits de l'homme présents sur place ont accusé les forces de l'ordre d'usage immodéré et indiscriminé de la force afin d'empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. De leur côté, les autorités françaises font état de 47 gendarmes blessés
et rejette la faute des violences sur les manifestants. Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par des groupuscules d'extrême gauche. Là, on a vraiment effectivement franchi un cap en passant sur des opérations de désobéissance civile et de désarmement. Mathieu et Lucille sont des militants de longue date contre les bassines. Selon eux, l'évolution du mouvement vers des méthodes plus frontales n'a rien d'un hasard. Pendant 4 ans, on a balayé tous ces champs d'action possibles avec des mobilisations, avec l'organisation de conférences, de tables rondes, de débats publics. On voit que malgré ça, la contestation est méprisée, n'est pas entendue, que le dialogue n'est pas possible et que les premiers projets commencent. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une évolution, également nous, dans notre forme de mobilisation, et ce qui n'empêche pas pour autant de continuer à poursuivre cette demande de réouverture de dialogue et de moratoire. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pense qu'on pourra en sortir. Reste une dernière carte dans les mains des anti-bassines, l'Europe. Depuis 2021, ils y portent une pétition accusant les réserves de substitution de violer plusieurs directives environnementales européennes. Si la Commission reconnaît certains manquements et dit prendre ce cas très au sérieux, elle s'en réfère pour l'instant aux juridictions françaises pour veiller à ce que les bassines soient conformes au droit communautaire. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'actions concrètes, mais en tout cas, c'était important pour nous de se faire entendre jusqu'à l'Europe. Manifestations, procès, pétitions, sabotages, rien ne semble arrêter l'avancée des réserves de substitution en France. Le gouvernement les revendique d'ailleurs dans son plan d'application de la nouvelle politique agricole commune, une enveloppe de 45 milliards d'euros entre 2023 et 2027 pour soutenir l'agriculture française. Cela présage-t-il l'extension des bassines et des tensions qu'elle charrie au reste de l'Europe? C'est ce que nous allons voir dans la suite de ce reportage. Fin avril, comme chaque mois, les ministres de l'agriculture des 27 États membres se réunissent sous l'égide du Conseil de l'Union européenne. C'est leur première réunion depuis la manifestation à Sainte-Soline, l'occasion de poser une question sur les bassines à la présidence suédoise de ce Conseil et au commissaire européen à l'agriculture. I would like to know if there are any talks about potentially exporting this model to other EU member states, and if at the level of the Commission this could one day perhaps become a recommendation to member states. Ja, tack för frågan. Det är inte något som har diskuterats i rådskonstellationen eller som är på bordet just nu, men det kan ju såklart diskuteras i andra sammanhang. We are open for the discussion of this proposal. Interesting and worthy for consideration. Intérêt potentiel pour les bassines de la part des États membres et de la Commission européenne. Qu'en est-il du Parlement européen? J'ai posé la question au président de la Commission environnement, le français Pascal Canfin, qui dit soutenir les bassines sous certaines conditions. Une méga bassine, ça peut être juste une fuite en avant. Mais si c'est lié à des changements de pratique des agriculteurs qui, par exemple, passeraient à des cultures qui auraient moins besoin d'eau, c'est une façon de sécuriser leur transition. Pourtant, selon cet eurodéputé, cette transition fait face à un obstacle majeur, la puissante commission agriculture du Parlement européen. Vous avez une opposition à tous les textes européens qui cherchent précisément à encourager, pousser au changement de pratique agricole. Je le constate puisque je négocie le texte sur les pesticides où la commission agriculture dit on n'en veut pas. Le texte sur la restauration de la nature où la commission agriculture dit on n'en veut pas. Le texte sur les émissions industrielles de l'élevage où la commission agriculture dit on n'en veut pas. Bon, je pense qu'on doit trouver un compromis qui soit praticable pour les acteurs sur le terrain. Et je peux vous dire que c'est une bataille très importante contre un certain nombre de lobbies agricoles. Les lobbies agricoles. Depuis des décennies, ils défendent les intérêts de l'agro-industrie avec pour argument principal la souveraineté et la sécurité alimentaire. À l'échelon européen, le lobby qui a l'oreille de la Commission agriculture se nomme Copa-Cogeca. Ils n'ont pas donné suite à mes demandes d'interview au sujet des bassines, mais dans un document datant de 2018, Copa-Cogeca affirme que le stockage de l'eau est le moyen le plus important pour améliorer la sécurité hydrique et demande pour y parvenir un soutien fiscal et financier accru et une réduction de la charge administrative. Une prise de position
qui n'étonne guère Marco Contiero, spécialiste des politiques agricoles chez Greenpeace. The farmers that are protected and whose interest is being at the center of the work of COPA-COGECA and other lobbies is not the majority of farmers out there. Is a very minority of bigger, sometimes really industrial farms, which are actually responsible for most of the pollution, yet a committee that is supposed to, of course, deal with farming, but also try to help the farming sector to move and transition, is very stubbornly defending the status quo. And this is a problem. Un homme pourtant essaye de faire bouger les lignes. Benoît Biteau est ingénieur agronome, propriétaire d'une ferme biologique en France et une des figures de proue du mouvement anti-bassine. Il est également député européen et vice-président de la dite commission agriculture. Selon lui, la transition agricole se heurte aussi à un problème structurel lié à l'attribution des aides financières. Quand on regarde comment sont distribuées les aides publiques de cette politique agricole commune, déjà 80% de l'enveloppe est captée par les 20% de structures les plus grandes, puisque le mécanisme c'est qu'on aide par unité de surface, et donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Or, c'est précisément ces grandes surfaces qui sont les gros utilisateurs d'eau, et surtout, les aides publiques de la PAC ne conditionnent pas suffisamment la réduction des pesticides et des engrais de synthèse qui viennent télescoper la fertilité des sols. Et donc, du coup, on continue d'accompagner une agriculture qui s'éloigne de la restauration de la fertilité des sols, qui pourtant sont la réponse à une agriculture qui soit plus frugale en termes de consommation de pesticides, d'engrais de synthèse et bien sûr d'eau. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution des nappes phréatiques en Europe, en bleu sur cette carte, est principalement causée par les pesticides et les engrais chimiques. Quant à l'irrigation agricole, elle représente la plus grande menace sur le niveau des eaux souterraines. Résultat, près d'un tiers des nappes phréatiques peinent à répondre aux exigences quantitatives et qualitatives prévues par la réglementation européenne. L'agence en appelle donc au respect du principe de précaution dans les stratégies d'adaptation à la crise climatique, un principe que ne respecteraient pas forcément les réserves de substitution. This is not a systemic response. It's a band-aid, yeah? And it's a band-aid that, on top of that, might be disturbing and aggravating the overall condition of the local environment and of our potential to really adjust to these circumstances of climate change. Secondly, they are not economically feasible without serious government subsidies. So you could ask yourself the question, is this an economically feasible way to support agriculture? So more than precautionary principle, I think this is not the systemic response that the agricultural system needs. Un changement systémique serait pourtant dans l'intérêt de nombreux agriculteurs. Entre 2005 et 2020, 5 300 000 fermes ont disparu en Europe, soit près de 1000 fermes par jour. 87% d'entre elles étaient des petites exploitations de moins de 5 hectares. The current system does not have a future. It is not the model that will provide farmers what they want and what I think is a fair demand. Give us a decent income with a decent type of job and existence. And I don't think that by fooling them into believing that the current food system is their future, I don't think we serve their long-term purpose. Face à une crise climatique que nos sociétés aggravent chaque jour un peu plus, les bassines sont devenues le symbole d'un modèle agricole qui illustre la difficulté de l'Union européenne à concilier ses objectifs environnementaux avec ses priorités économiques. Plus les sécheresses s'intensifieront, plus forte sera la demande pour des solutions court-termistes, au risque d'accentuer davantage les pénuries d'eau et de propager les tensions autour d'une ressource qui se raréfie. Water is a human right and a common development denominator to shape a better future. But water is in deep trouble. Les Nations Unies ont déjà prévenu, d'ici 2030, la demande en eau sur Terre dépassera de 40% les ressources disponibles. Une crise mondiale de l'eau est imminente, assure l'ONU, et l'issue plus que jamais incertaine.